Sur cette table ronde, sur le vol de fret, il y a tous les ingrédients d'une série télévisée. Mafia, cybercriminalité, usurpation d'identité, scénario improbable et détournement représentant des millions d'euros. Ce serait tout à fait haletant si le vol de fret n'était pas un véritable fléau en expansion. Face à ça, on va voir que les acteurs du transport n'ont pas dit leur dernier mot. Je vous propose donc d'entrer dans cette réalité qui dépasse parfois la fiction avec nos intervenants. Bonjour Florence Berthelot, vous êtes déléguée générale de la Fédération nationale des transports routiers, FNTR. Bonjour Patrice Bouvet, vous êtes expert et enquêteur d'assurance chez AM Group. Bonjour à Aurore Jourdan, vous êtes chargée de médiation pour la bourse de fret B2P Web. Et bonjour Dorian Manot, vous êtes directeur Transport France chez L'Oréal, membre du board de la commission route de l'AUTF, c'est l'association des utilisateurs de transport de fret. Alors, pour comprendre l'intrigue principale, il faut d'abord plonger dans ce que sont les bourses de fret et aller au-delà de certains préjugés. Pourquoi elles sont quasiment incontournables aujourd'hui? Quel volume de transport de fret ça représente, Florence Berthelot? Alors, les bourses de fret, en fait, et j'insisterai beaucoup dans le cadre de la table ronde, sont en fait la version moderne de moyens qui existaient auparavant. La réalité, c'est que quand on traite avec nos clients, on est généralement payé pour faire un flux de transport, mais on a rarement le retour. Et donc, comme il est hors de question que nos camions circulent à vide, naturellement, on cherche le moyen d'optimiser le chargement de nos véhicules, notamment au retour, mais ça peut se faire aussi sur l'aller, bien entendu. Et c'est là que les bourses de fret sont effectivement intéressantes, puisqu'elles mettent en relation des opérateurs, celui qui cherche à remplir son camion et celui qui a effectivement un fret à livrer. Donc, elles sont effectivement très, très importantes pour nous, à tel point d'ailleurs que si on parle de B2P Web, la profession elle-même a voulu s'emparer de sa bourse de fret et ce sont des transporteurs qui sont à l'origine de sa création. Alors, Orange Jourdan, justement, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne une bourse de fret concrètement. Bonjour à tous. Alors nous, effectivement, B2P, comme Florence le disait, a été créé en 2006 à la demande des professionnels du transport. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos actionnaires sont principalement des professionnels du transport, commissionnaires et transporteurs. On est, nous, une plateforme de mise en relation entre personnes adhérentes à notre outil. On n'intervient pas de quelque manière que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir quel transporteur conclut quel contrat avec un commissionnaire. On ne connaît même pas les prix, effectivement, qui sont pratiqués. Et comme Florence le disait, on est là pour éviter les retours à vide et optimiser les chargements. Mais alors, Aurore, quelles sont les conditions à l'entrée? Est-ce qu'une bourse de fret, c'est une auberge espagnole ou est-ce qu'on doit montrer patte blanche pour devenir client de la bourse de fret? Alors nous, c'est vrai que chez B2P, on a quand même quelques critères. Pour pouvoir être client, on va faire un certain nombre de vérifications. Dans tous les cas, il faut que les sociétés aient un code afférent au transport, le code APE transport. Ensuite, on va leur demander les 3 documents légaux obligatoires. Le CABIS, la licence de transport, où effectivement on va aller vérifier les dates de validité, la numéro de licence, où après nous derrière on va aller vérifier sur le site de l'Adréal si tout est conforme, et les attestations d'assurance. Et effectivement, depuis 3 ans maintenant, on a mis en place un système de parrainage. C'est-à-dire que toutes sociétés qui veulent être adhérents chez nous doivent se faire parrainer par une société inscrite depuis plus d'1 an. Et nous, l'intérêt, c'est qu'on va aller vérifier auprès de ce parrain le numéro de téléphone de la personne et qu'effectivement, on est bien la bonne personne au téléphone pour éviter les usurpations d'identité. D'accord, donc on comprend que c'est plutôt bien sécurisé. Mais alors, Patrice Bouvet, vous êtes notre enquêteur en chef. Expliquez-nous alors pourquoi il y a tant d'arnaques et quels sont les principaux modes opératoires?
Alors, on appelle ça des escroqueries par les bourses de fret, mais c'est impropre, car souvent les bourses de fret n'y sont pour rien. Parlez bien dans le micro. Le transporteur dit à son assureur « j'ai été victime d'une escroquerie à la bourse de fret », mais c'est faux, car généralement il n'a pas vérifié l'adresse mail. Et il n'a pas vérifié l'adresse mail, et il fait une erreur. Généralement l'escroc, par exemple le lituanien, remplace l'adresse mail qui est en LT par un I majuscule T. Le faux italien mettra auto-transporté au lieu d'auto-transporté. Si le transporteur qui passe l'offre sur la bourse de fret ne vérifie pas, quand il est contacté par le tiers, la véritable identité, la véritable adresse mail sur la fiche du transporteur, on a de grandes chances qu'il se fasse escroquer. D'autant plus s'il ne passe pas par la messagerie sécurisée. Après, on a aussi des faux vols qui sont un peu différents. On a des vols, des transporteurs, c'est surtout des Roumains, qui affirment avoir une panne de leur véhicule. Généralement, ça tombe le soir vers 17h, ils décrochent, ils vont chez Scania, chez Volvo, et le lendemain matin, la SMI a disparu. Le deuxième type de faux vol, c'est des chauffeurs, souvent roumains ou polonais, qui déclarent qu'ils ont été gazés, qu'ils n'ont rien entendu, et on a volé l'intégralité de la marchandise pendant la nuit. Et alors, je crois qu'il y a les vrais faux papiers aussi. Pardon ? Les vrais faux papiers. Ah, les vrais faux papiers, actuellement, oui. Alors souvent, normalement, les chargeurs, au moment du chargement, demandent la copie du permis de conduire, mais on s'aperçoit que ces structures criminelles, parce que ce sont des structures criminelles, disposent de vrais faux papiers ou de faux vrais papiers, c'est-à-dire que les passeports biométriques fonctionnent. C'est des structures criminelles très organisées. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on parle improprement de vol de fret, mais c'est de l'escroquerie en bande organisée, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Exactement. Alors, ça peut même aller donc plus loin sur les vrais faux papiers. En fait, plus en amont avec la création d'une entreprise qui a des papiers officiels, mais qui a en fait usurpé une identité. Alors, je crois que vous avez un exemple assez savoureux à nous donner là-dessus. Alors, on a deux autres cas qui se présentent. On a des individus qui, avec des faux papiers, créent des vraies sociétés, bien évidemment avec une identité frauduleuse au niveau du gérant. Et le deuxième cas, ce sont des transporteurs, des escrocs qui rachètent des sociétés existantes, qui mettent à la tête un gérant de paille. Ils s'inscrivent sur les bourses de fret et ils détournent 10, 20, 30, 40 fret. Récemment, il y a un transporteur français qui avait été racheté. Il a détourné une centaine de tonnes de cuivre. Lorsqu'on a interpellé un des conducteurs, on a remonté la structure et on s'est aperçu que la gérante, c'était une brave jeune femme de 22 ans qui était inscrite sur TikTok, qui était influenceuse. Et on avait usurpé son identité, on avait volé ses documents et elle s'était retrouvée à la tête d'une société sans le savoir. Parce que le problème, c'est que maintenant, lorsqu'on crée une société, qu'on rachète une société, il n'y a plus de contrôle physique, tout se fait par Internet. Donc maintenant, vous savez ce qui peut vous arriver, c'est un peu inquiétant. Vous-même, Dorian Manot, vous représentez le côté des chargeurs et vous avez été récemment victime d'un vol de fret dans le cadre de votre métier. Comment ça s'est passé? Où s'est située la faille? En fait, on voit une évolution des modes opératoires sur le vol de fret. Pour simplifier, il y a 3 modes opératoires. Le plus ancien, le vol par opportunité, le véhicule est arrêté sur une aire d'autoroute, le conducteur dort, le volant ne sait pas ce qu'il y a comme marchandise à l'intérieur, il ouvre la bâche et se sert et décharge le camion. Le deuxième mode ciblé, c'est le voleur cible le chargeur, cible la marchandise et souvent il y a la complicité avec les voleurs. Et là, on voit qu'un vol, ça peut être sur un conducteur absent du parking. La solution, en fait, c'est de définir des plans de route avec le transporteur, définir les plans de route, définir les parkings sécurisés, même si on a des parkings sécurisés, des infrastructures qui manquent en Europe. L'objectif, c'est soit des parkings sécurisés publics ou soit travailler avec des partenaires des transporteurs. Et le mode opératoire le plus récent, c'est le vol de fret avec intelligence, et c'est le vol le plus difficile à détecter par les chargeurs. Pourquoi? Quand on demande beaucoup de renseignements auprès du transporteur, notre commissionnaire de transport, il va nous les communiquer, et en fait, lors du chargement, quand on va demander au transporteur, au conducteur qui va charger, quel est son nom, il nous communique le bon nom,
il nous communique la bonne plaque d'immatriculation du véhicule, du tracteur, de la remorque, et on s'aperçoit que quelques jours après, la marchandise a disparu. Et sur ça, en fait, le vol, on s'aperçoit que le vol ne démarre pas au chargement, mais il a bien démarré en amont derrière un écran. Et la difficulté, c'est ça, c'est le mode qui évolue. En fait, le vol, il peut se passer au chargement, mais il peut se passer aussi bien en amont. Voilà, il y a tout un tas de modes opératoires. Et donc, vous, contractuellement, Dorian Manot, vos sous-traitants n'ont pas le droit de travailler avec une bourse de fret parce que vous considérez que c'est plus risqué, c'est ça ? Alors, la bourse de fret n'est pas plus risquée, on va dire qu'elle reste incontournable dans le métier, ça fait longtemps qu'elle existe. C'est ça, comment on utilise la bourse de fret et comment on vérifie, si on utilise bien le bon transporteur. Donc, il y a des choses à rester dans les messageries sécurisées, ne pas être contacté par un transporteur en direct, parce que, comme l'a dit Patrice, on peut avoir des mails qui sont juste avec une lettre en moins, une lettre en plus, et ça, on ne peut pas le vérifier, donc ou du moins c'est plus difficile. Cependant, sur des flux sensibles comme les nôtres, avec une forte valeur ajoutée, sur des flux transfrontaliers, où on a des risques qui sont beaucoup plus importants, où on va avoir des découchés du conducteur, là, on demande à ce que le transporteur, on travaille avec lui justement pour minimiser, et on demande à travailler avec lui sur un sourcing bien défini, avec des transporteurs avec qui il a l'habitude de travailler. On demande aussi à ce qu'il y ait un plan de transport qui soit défini, qu'on sache exactement où se situe la marchandise, s'il doit s'arrêter, c'est sur quel parking. Et en fait, c'est en travaillant en amont qu'on peut résoudre et éviter l'affrètement de dernière minute, sachant qu'on affrète nos véhicules, du moins on demande aux transporteurs un chargement à J-1, et du coup on travaille sous pression parce qu'il y a très peu de délai pour se retourner. Oui, la pression, c'est souvent ça qui crée des problèmes. Alors, Florence Berthelot, quand les problèmes arrivent, qui est responsable au final quand ce genre d'escroquerie se passe ? C'est toujours le transporteur. On a une obligation de résultat et globalement, puisqu'on est responsable des voies et moyens pour acheminer la marchandise à bonne date et à bon port, c'est nous qui sommes responsables. D'où la nécessité d'être nous-mêmes particulièrement vigilants face à ce qu'il a été évoqué, c'est-à-dire que c'est maintenant des trafics souvent internationaux avec une extrêmement grande sophistication, ce qui oblige vraiment à faire des vérifications dans tous les sens. Alors on a des chargeurs qui nous interdisent parfois de sous-traiter ou sous-traiter avec effectivement des sous-traitants référents. Et ça, c'est après la confiance effectivement qui s'instaure dans les parties. Mais on est nous-mêmes confrontés à tous ces types de vols. Alors on parle aujourd'hui par intelligence ou par bourse de fret. Mais la question aujourd'hui de la sûreté et de la sécurité est une question majeure et on est d'autant plus vigilant qu'on a nos partenaires assureurs qui sont particulièrement vigilants sur le sujet et dont les primes en général augmentent particulièrement significativement et on comprend pourquoi. Donc on a tous intérêt à lutter contre ce fléau où je regardais les derniers chiffres avec Patrice, on est quand même sur une augmentation exponentielle des sinistres puisqu'on conjointe en 2025 800 millions d'euros sur l'ensemble du territoire européen de préjudice, ce qui est énorme. Donc effectivement, on est responsable, certes, nos assureurs évidemment sont sollicités, mais on n'a absolument aucun intérêt à aucun cas, parce que c'est aussi la réputation de l'entreprise qui est en jeu. Et ça, la réputation dans un métier de service, c'est essentiel. Juste un petit point supplémentaire Dorian Manot sur cette question de la responsabilité. Vous, il me semble que contractuellement, vous demandez aux transporteurs des indemnités plus élevées, c'est ça, en cas de sinistre que ce qui se fait dans les contrats types. Est-ce que j'ai bien compris ? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les plafonds d'indemnité standards sont calculés sur le poids transporté et ils sont souvent déphasés par rapport aux préjudices économiques. Dans ce cadre-là, en fait, l'idée c'est d'avoir un cadre contractuel réellement engageant pour que le niveau d'exigence, le niveau d'attention, la maîtrise de la sous-traitance et la sélection des partenaires soient à la hauteur du risque.
Très bien. Alors, Patrice, est-ce qu'on peut avoir la big picture? Quelles sommes totales sont en jeu? Alors, Florence a commencé à en parler. Quelles sommes totales sont en jeu avec ces détournements de fret et quels recours sont possibles? C'est relativement simple. Depuis le début de l'année, j'ai à peu près une centaine de cas de détournement de fret que je traite. On a un problème en France. Alors, centaines, Patrice, alors que l'année dernière, c'était 2 fois moins, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. On a un problème en France, c'est que les autorités, aussi bien police, gendarmerie, ne traitent pas le détournement de fret parce qu'ils ne connaissent pas le problème du transport. On a un transporteur, on a un commissionnaire, on a un chargeur. Ils évitent de prendre des plaintes. Et le gros problème, c'est lorsque les plaintes sont déposées pour vol. Les plaintes pour vol, il y a tellement de plaintes pour vol qu'elles sont classées sans suite immédiatement, elles vont même pas au parquet, elles vont directement à la poubelle. Ce qu'il faut systématiquement, c'est déposer plainte pour escroquerie en bande organisée, parce que nous sommes bien dans le cas d'une escroquerie en bande organisée. Et lorsqu'on dépose plainte en escroquerie en bande organisée, des services spécifiques sont saisis, les sections de recherche, les offices centraux, les BRB. Il y a des commissions rogatoires, et effectivement, depuis 2 ans, un grand nombre d'équipes de structures criminelles ont été interpellées. De nombreux auteurs de ces escroqueries sont en prison en France, avec des condamnations allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Alors Dorian Manot, vous, quand ça se passe, quand vous déposez plainte, est-ce que c'est compliqué ou comment ça se passe? Dans un premier temps, c'est le transporteur qui dépose plainte. Ensuite, nous, on va déposer plainte et on va rattacher notre plainte à celle du transporteur et avec le motif escroquerie en bande organisée. Ensuite, on collabore avec les forces de l'ordre, les experts, les assureurs et on travaille aussi en partenariat, du moins en toute transparence avec l'OCLDI qui travaille sur la délinquance itinérante. Alors Florence Berthelot, face à ça, la profession a réagi et mis en place un groupe de travail. Racontez-nous cette initiative et puis ses résultats. Le but, c'était de montrer que la profession, justement, s'emparait de ce sujet qui prend des proportions quand même très, très inquiétantes. Et donc, l'ensemble des organisations professionnelles du transport routier de marchandises, dont la FNTR, mais aussi OTRE, l'Union TLF, nous sommes réunis en présence de l'ensemble des bourses de fret. Parce qu'aujourd'hui, on a B2P, mais il n'y a pas que B2P. Et je pense que toutes les bourses de fret partagent le même sujet aussi réputationnel pour elles. Donc, c'est clair. Donc on a fait un état des lieux, on a été appuyé par des experts tels que Patrice, qui a été effectivement très précieux pour analyser les différents cas de figure, comme il a exposé tout à l'heure, qui peuvent être rencontrés. Et le but, c'est d'élaborer un guide de bonnes pratiques à l'attention de tous, et notamment des transporteurs, pour effectivement attirer l'attention et la vigilance sur des points comme le disait, qui sont parfois une adresse mail ou des petits détails qui, en fait, si on n'y prête pas garde, peuvent être extrêmement lourds de conséquences. Le but aussi, c'est de montrer à l'ensemble de notre écosystème, c'est-à-dire effectivement les clients, mais aussi les assureurs, qu'on s'empare du sujet et qu'on fait le maximum autant qu'il est possible face à une délinquance dont je répète qu'elle est tellement sophistiquée que dès qu'on trouve une parade, mais Patrice le dirait mieux que moi, d'autres systèmes sont encore mis en place aujourd'hui pour essayer de contourner et mettre la main sur le fret et les marchandises, quelles qu'elles soient, et j'insiste parce que souvent on parle souvent de marchandises qui peuvent avoir beaucoup de valeur. Mais on a aussi des marchandises qui sont beaucoup plus basiques, mais qui sont aussi l'objet de trafic à un niveau souvent international d'ailleurs. Et donc maintenant il y a un système d'alerte, je crois, si quelqu'un vous remonte, vous signale quelque chose. Le but, et on l'a été il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs c'est Patrice qui nous a alertés tout de suite en nous disant, il y a tel transporteur, on dirait que c'est tel transporteur un peu connu, mais en fait non. Regardez bien son adresse mail et surtout, si vous recevez un mail de sa part avec cette erreur, il ne faut surtout pas donner suite, il faut nous le signaler de façon à ce qu'on puisse poursuivre les plaintes pour escroquerie en bande organisée. Et c'est très précieux pour des gens qui, dans le cas des bourses de fret, si vous voulez, c'est pas le transporteur n'est pas vigilant, mais c'est souvent l'exploitant qui est à la manœuvre. L'exploitant, c'est le cœur du réacteur dans une entreprise de transport. C'est lui qui gère à la fois les aléas de la route des conducteurs, les problèmes de mauvaise adresse de livraison. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment au cœur du système, qui est très pointu, mais qui est très sollicité toute la journée.
journée. Et donc le fait qu'on puisse lui apporter des alertes comme ça l'aide dans son travail, parce que parfois c'est pas du tout volontaire, mais par inadvertance ou par manque de temps, il n'a pas pu procéder à ces vérifications. Donc ce système d'alerte, qui est un des sujets d'ailleurs, permet d'attirer l'attention immédiatement, puisque c'est diffusé par tous les réseaux possibles, par les bourses de fret elles-mêmes, par les organisations professionnelles, et le monde du transport, en général les informations vont assez vite aussi. Patrice, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces bonnes pratiques? On a commencé un peu à en parler, mais quelles sont celles qui marchent le mieux à différentes étapes, j'imagine? Qu'est-ce que vous avez constaté qui vraiment fonctionne? Alors déjà, la première des choses à faire, qui paraît élémentaire, mais qui souvent, et même n'est jamais faite dans les détournements de fret, c'est lorsqu'on reçoit qu'on est contacté par un transporteur suite à la publication d'une offre, s'assurer si le transporteur est déjà bien inscrit sur la bourse de fret. Parfois, j'ai des dossiers, le transporteur a affrété transport X ou Y. Quand je vais sur la fiche du transporteur sur la bourse de transport, on s'aperçoit que ce transporteur n'est même pas inscrit. Lorsqu'on est sur la fiche du transporteur, on vérifie l'adresse mail, un truc tout simple. On prend l'adresse mail, on fait un copier-coller. On prend l'adresse mail de l'email qu'on a reçu, on va sur l'IA, on demande de comparer les deux adresses, et on voit tout de suite si c'est un I à la place d'un T, si c'est transporti au lieu de transporti, ou si c'est MN au lieu de NM. C'est très rapide à faire. Deuxièmement, une fois qu'on a vérifié ça, on va sur le site VIES de la Communauté européenne, on vérifie le numéro de TVA intracommunautaire. Après, on peut vérifier la bourse, la licence de transport, la test d'assurance. Mais je pense que ce qu'il faut faire maintenant, avant tout, lorsqu'on demande une immatriculation, il faut vérifier les documents du véhicule. Ça, c'est surtout au niveau du chargeur. Car les escrocs ont des faux documents d'identité, mais ils n'ont pas de fausses cartes grises. On a aussi un phénomène nouveau depuis quelques années. L'escroc prend une identité X pour détourner du fret, et il prend une deuxième fausse identité Y pour réaffréter un véritable transporteur en lui demandant de changer le lieu de destination. Lorsqu'on a la carte grise du véhicule qui a chargé, on sait exactement qui a chargé, ce qui nous permet de remonter le lieu de déchargement. Et alors aussi, se méfier peut-être des transporteurs qui ont moins de 6 mois d'existence, c'est ça? Oui, puisqu'on a des transporteurs qui sont rachetés par des escrocs. Alors ce que préconise maintenant beaucoup de compagnies d'assurance, c'est de ne pas fréter un transporteur qui a moins de 6 mois d'inscription sur la bourse de fret. Pas 6 mois d'existence, 6 mois d'inscription sur la bourse de fret. Ça peut être un vieux transporteur. Et généralement, quand on va sur la bourse, quelle qu'elle soit, on a la date de création de la société, on a sa date d'inscription. Et alors, le livret que vous avez fait, Florence, quand est-ce qu'il sera prêt? Vous l'avez dit, je ne crois pas. Alors, cet été. Ça ne dépend pas totalement de nous, mais tout est prêt, les travaux sont bouclés, donc oui, il va être incessamment publié. Alors justement, par rapport à ça, je voulais annoncer la réalisation d'une fiche pédagogique par France Assureur qui est ici en avant-première sur ce sujet. Ça s'appelle la prévention des risques liés à l'utilisation des bourses de fret. Alors ce sera vraiment mieux si je vous le mets là, voilà. Elle expose les modes opératoires principaux, les marchandises visées et surtout les mesures de prévention incontournables à prendre avant le transport et lors du chargement. Donc les mesures qui marchent, dont a déjà aussi parlé Patrice Bouvet. Elle va être diffusée, elle sera téléchargeable sur le site de France Assureur et vous en trouverez aussi des exemplaires à la sortie, donc n'hésitez pas. C'est un document qui a été relu par l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Alors, Patrice, donc, on a parlé des parades, des bonnes pratiques, mais suite à ça, vous pouvez finalement témoigner que ça marche, ces pratiques. Est-ce que vous avez des chiffres? Qu'est-ce que ça change pour la prévention, c'est quelque chose de fondamental. Il y a une grosse compagnie d'assurance qui s'appelle AXA. Il y avait un responsable d'AXA, chaque fois qu'il me missionnait pour un vol, un détournement de fret, il me demandait de leur faire une formation pour les bonnes pratiques pour éviter le détournement. Et on s'aperçoit que ces transporteurs, lorsqu'ils ont une formation, il n'y a quasiment plus de détournement avec eux. Et au contraire, ils détectent les escroqueries. Souvent, ils m'alimentent. Et on s'aperçoit qu'il y a des sociétés, des chargeurs qui nous demandent de faire des formations.
Et on s'aperçoit que ça réduit d'au moins 50 à 80% les détournements de fret, avec des mesures très simples et gratuites. 50 à 80%, vous avez dit. Ouais. Impressionnant. Aurore Jourdan, qu'est-ce que vous avez mis en place de votre côté pour toujours sécuriser davantage la plateforme de bourse de fret ? Alors nous, on a créé notre service de médiation en 2022, suite effectivement à des cas constatés d'usurpation d'identité. Et en fait, dans la majorité des cas, effectivement, on constate que l'erreur vient de l'affréteur. Encore une fois, comme Florence l'a stipulé, aujourd'hui, ils ont trouvé effectivement une niche parce que les affréteurs sont soumis à pression de résultats. Ils sont tout le temps à travailler dans la rapidité et c'est vrai que ce sont des cibles faciles. Nous, aujourd'hui, un commissionnaire a la possibilité de voir qui a cliqué sur son offre. Donc, si jamais un usurpateur vient directement par mail, il peut aller sur sa fiche des consultants et il verra de suite si c'est une adresse mail qui est référencée ou pas. Ensuite, on a aussi des outils de vérification de documents de mise en ligne. Donc là, c'est notre côté JetTrans, parce qu'on a aussi développé cet outil en parallèle de la bourse de fret et qui est la gestion des documents de transport. Et cet outil va permettre de contrôler les documents. Alors encore une fois, on parle de contrôle, on ne parle pas d'authentification de documents parce que malheureusement, on a beau mettre en place tous les contrôles nécessaires. Aujourd'hui, avec l'IA, effectivement, falsifier des documents devient extrêmement facile et pour nous, ça devient extrêmement compliqué de pouvoir vérifier l'authenticité du document. Et en dehors de ça, on a aussi développé un service, mes partenaires, un chat de sécurité et nos adhérents ont accès à un badge d'ancienneté qui leur permet de savoir depuis quand les sociétés sont inscrites chez nous. Mais bien évidemment, la vigilance des affréteurs reste de mise, quoi. Et oui, parce que finalement, il y a tous ces outils en place, mais si on a la pression, c'est là où la faille aussi qui est humaine peut nous perdre. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très important de rappeler tous ces outils dont on peut se saisir. Alors, Dorian Manot, grâce à vos mesures de sécurité, vous avez réussi à déjouer des fraudes sur le terrain. Qu'est-ce qui a marché? Comment ça s'est passé? On l'a évoqué, je pense que c'est la prévention, former les équipes, développer la culture de la sûreté, définir des process précis, leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent checker comme documents au poste de garde, chez le cariste, l'agent administratif. Et c'est comme ça qu'en communiquant les bonnes pratiques, on arrive à déceler des cas de vol. Ça va être la vérification des certificats d'immatriculation, ça va être la copie de la carte d'identité du conducteur, ou sinon ça va être vérifier, demander au chauffeur, au conducteur, son carnet de CMR, où est-ce qu'il a chargé auparavant, et s'il arrive avec une feuille volante, effectivement il y a un risque, et dans le cas où il y a un risque, le transporteur repart immédiatement et il disparaît de la circulation. Comme par hasard. Exactement. Et donc, est-ce que vous avez des chiffres, des résultats sur les 2 dernières années, par exemple? À l'échelle monde, on a réduit de 45% le vol en 2024 et 2025. Ouais. 45% de baisse des vols, c'est conséquent. Florence Berthelot, vous avez commencé à en parler. Qui faut-il sensibiliser en premier? Peut-être refaire un point là-dessus des différents acteurs qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser tout le monde parce qu'en fait c'est souvent lié avec les problèmes de cybersécurité, ce qu'on n'a pas forcément toujours beaucoup évoqué, mais on voit que toutes ces fuites de données, etc., à un moment donné, croyez bien que ça ne tombe pas nulle part. Et même des choses aussi basiques qu'une adresse mail, en fait, là aussi ça peut servir de porte d'entrée. Donc bien entendu, il faut sensibiliser les personnels de l'entreprise de transport, les chargeurs évidemment, commissionnaires, c'est ceux qui
sont au milieu de tout. Mais il faut vraiment pas considérer qu'il y a un maillon qui puisse échapper à cette sensibilisation, que ce soit ceux qui chargent les marchandises ou ceux qui les déchargent, ceux qui reçoivent les véhicules, évidemment les exploitants. Et cette culture de la prévention, c'est quelque chose auquel on participe, nous en tant que fédération, sur ce sujet-là et sur d'autres d'ailleurs, mais on voit que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à ça. Et d'ailleurs, c'est elles qui ont demandé aussi aux bourses de fret de renforcer leurs procédures, parce qu'une fois de plus, à chaque fois qu'on met en place des dispositifs, à chaque fois on va trouver des gens qui vont les contourner ou mettre en place des systèmes extrêmement sophistiqués. Et Patrice a raison de souligner qu'avec l'IA, maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué de déceler certaines fraudes, parce qu'on a vraiment face à nous des gens qui sont très très ingénieux dans le mauvais sens du terme. Très ingénieux, très retors. Alors peut-être on va conclure finalement les bourses de fret, lieu sûr ou pas sûr. D'abord, Patrice Bouvet, qu'est-ce que vous en pensez au final? Le problème, souvent les transporteurs, lorsqu'ils sont victimes d'un détournement, disent c'est la faute de la bourse de fret, mais c'est totalement faux. C'est pour ça que dans les conditions d'assurance où on interdit le recours à la bourse de fret, mais je pense que c'est une aberration, parce qu'une bourse de fret bien utilisée, c'est le premier maillon pour sécuriser l'affrètement. Parce que les transporteurs sont déjà vérifiés à l'inscription si la bourse fait bien son travail. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, en cas de détournement, la chose à faire systématiquement, c'est de déposer plainte le plus rapidement possible, pas faire un simple dépôt de plainte en ligne avec une plainte qui sera enregistrée 15 jours après ou 3 semaines, lorsqu'il n'y a plus de vidéo. La plainte rapide, quasiment dans la journée ou le lendemain, permet aussi d'inscrire au fichier volet des objets bien identifiés les produits détournés, ça nous permet de les retrouver. Aussi un contrôle routier sur la route par hasard, ça permet de découvrir que les marchandises ont été détournées. Ça, c'est très très important. On a un tout petit peu d'avance. Est-ce que vous voulez ajouter un point? On a vu que le travail collectif, la coopération est très importante. Est-ce que, voilà, peut-être Aurore, si vous avez un message final à nous transmettre? Alors, moi, mon message final, ce serait qu'effectivement, nous, vu de notre ADN du secteur, comme je vous disais, que nos actionnaires sont que des professionnels du transport, aujourd'hui, on est conscient de ça et on fait évoluer en permanence nos outils pour pouvoir répondre au mieux à la demande de nos clients. Et ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les autorités françaises, notamment les services de gendarmerie, quand ils prennent les dossiers de détournement de fret, sont complètement perdus, ils sont démunis et en général, ils mettent un pied dans quelque chose, c'est extrêmement complexe pour eux. Donc voilà, nous, notre but, effectivement, aujourd'hui, on a un enjeu pour les assureurs aussi, qu'on travaille tous en collaboration pour arrêter ou du moins freiner ce fléau au plus vite. Oui, finalement, on est au début de ce mouvement de sensibilisation et de formation, finalement, si je comprends bien. Dorian ou Florence, un dernier mot? Moi, je dis justement, et je suis vraiment ravie que cette table ronde ait été organisée dans ce contexte, parce qu'on ne peut faire ça qu'étroitement entre le monde de l'assurance et le monde du transport. C'est vraiment typiquement un des sujets sur lequel on a besoin de partager nos informations, d'échanger, de montrer que chacun fait un pas vers l'autre et qu'on n'est pas l'un dans le rôle de celui qui indemnise au cas où il y a un problème parce qu'on n'aurait pas fait ce qu'il faut. Et clairement, dans le monde du transport, c'est dans cette logique partenariale et en plus en s'appuyant sur des experts qu'on va pouvoir essayer de juguler ce problème. Je suis pas sûre que malheureusement il disparaîtra, mais d'essayer de le limiter. Je pense que c'est un service que nous nous rendrons tous mutuellement, mais qu'on rendra aussi à la collectivité. Merci, merci à vous. Je me tourne vers Pascal Dubois parce qu'on est un tout petit peu en avance. Est-ce qu'on prend quelques questions? Oui, on va prendre des questions si vous en avez. Alors, ça tombe bien, il y en a plusieurs. On va vous passer le micro. C'était parfaite. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Alors, sans aucune provocation de ma part, j'aurais voulu savoir
si vous aviez déjà été confronté à des recours en responsabilité à l'encontre de l'administrateur de la bourse de fret pour négligence dans la sélection ou défaut de conseil. Je peux répondre peut-être ? Le problème pour faire un recours contre la bourse de fret, il faut que la bourse de fret ait commis une erreur. Souvent, votre transporteur va vous dire c'est la faute de bourse de fret, mais c'est dans 99% des cas, c'est pas le cas. C'est que le transporteur, souvent, n'aura pas vérifié. Si maintenant le transporteur a bien vérifié si la bourse de fret a commis une erreur, ça arrive parfois. Effectivement, vous avez 2 recours. Vous m'envoyez un mail et si vous voulez, je vous donnerai la jurisprudence là-dessus. Alors, excusez-moi, je ne parle pas du cas du transporteur. Hein. Ouais. Je parle du cas de la victime d'un vol par détournement, par l'utilisation d'une bourse de fret. Comme le chargeur. Oui. Est-ce qu'il y a un régime de responsabilité ? Là, il faut vous retourner contre votre affrété. Vous avez donné le transport à quelqu'un. Oui, mais la bourse de fret étant une plateforme, si je comprends bien, d'administration, de mise en relation, est-ce qu'il y a éventuellement une recherche en responsabilité contre cette bourse de fret pour un défaut de sélection? Non, justement, il y a un recours contre la bourse de fret si la bourse de fret n'a pas contrôlé les transporteurs. Mais 9 fois sur 10, les transporteurs réellement inscrits n'ont pas commis d'erreur. C'est le transporteur qui a affrété qui n'a pas vérifié l'adresse mail. La bourse de fret, pour synthétiser, c'est le mythique. Vous vous inscrivez pour vous mettre en relation avec des personnes, vous correspondez avec une personne X, la bourse de fret, mythique n'est pas responsable si votre relation fonctionne ou si c'est bien la personne inscrite. Ou si vous êtes déçu au premier rendez-vous. Voilà. Quand vous avez un commissionnaire, un transporteur, eux ils ont une responsabilité, là c'est un contrat de mariage, une responsabilité écrite. La plateforme, c'est une plateforme de mise en relation entre des personnes, mais elles n'interviennent pas dans le transport, elles ne sont pas responsables, elles ne sont pas au courant des échanges, elles mettent simplement en relation. Globalement, pour vous répondre, monsieur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le chargeur se tournera toujours vers le transporteur et très rarement vers la bourse de fret. Alors soit parce que parfois le recours à la bourse de fret a été interdit, soit parce que en fait, le transporteur, par nature, c'est lui qui est responsable vis-à-vis du client. Donc moi, j'ai pas de recours, à moins qu'Aurore dise autre chose, d'attaque directe de la part de en fait, comme je disais, effectivement, dans 90% des cas où on a été responsable, enfin ciblé, l'affréteur n'avait pas fait les vérifications nécessaires via les outils qu'on a mis à sa disposition. Est-ce que vous avez une autre question? Ah oui, au milieu là-bas. Merci. Je suis avocat à Rotterdam et je suis régulièrement confronté à ce genre de problème. Dans les affaires que je traite, le problème, la source du problème, c'est la bourse de fret. Parce que c'est là où l'information est déposée par le demandeur de transport. Et c'est là où se trouve la faille, parce qu'il y a une sorte de taupe dans la bourse de fret qui se saisit en ce moment de l'information et qui va l'utiliser à mauvais escient. Et en fin de compte, c'est le transporteur de bonne foi, donc le transporteur qui n'est pas criminel, qui supporte la charge, toute la charge. Pourquoi? Parce que la législation en matière de transport, elle est d'ordre public et la responsabilité, elle est illimitée, mais la bourse de fret, source de la faille, est soumise à un autre régime de responsabilité, parce que c'est un contrat de prestation de service, et dans ses clauses et conditions générales, il exclut sa responsabilité. Même si vous arrivez à prouver sa faute, vous n'engagerez pas sa responsabilité. Donc le problème, il est légal et structurel parce qu'il y a deux régimes de responsabilité différents. La solution du problème, parce que le problème, c'est que la vérification et la gestion de l'information au sein de la plateforme, il pose problème. C'est ça la source du problème. Donc, moi, je pense que la solution, elle est légale, parce que tous les acteurs du système logistique, que ce soit le commissionnaire, si je comprends bien, en droit français, ou le transporteur en CMR,
ils sont soumis à un régime de responsabilité strict, mais il y a un participant majeur dans cette chaîne logistique, la plateforme, qui est soumis à un régime de responsabilité qui n'est pas de plein droit et qui est supplétif. Donc il faut créer un système de responsabilité qui engage la responsabilité de la bourse de fret au même titre que la responsabilité du transporteur. Merci. Patrice Bouvet, allez-y. Alors le problème, maître, moi j'ai un problème, c'est que les Pays-Bas, c'est le pays où on retrouve le plus de marchandises volées et la police néerlandaise refuse toujours de coopérer. Donc déjà on va commencer par là. Deuxièmement, dans ce que vous dites, c'est que vous assimilez la bourse de fret à un commissionnaire, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais le problème, comment les offres sont-elles détournées? Quelqu'un consulte l'offre, on est bien d'accord, qui est déposée. D'où vient l'erreur? Généralement, c'est quelqu'un qui a accès, alors c'est soit un transporteur escroc qui consulte les offres, il communique l'information à un complice, soit un transporteur qui a du personnel qui a quitté la société, qui est parti en retraite, qui a été licencié, et auquel on n'a pas coupé les accès. 9 fois sur 10, lorsque, par exemple, il y a un détournement, des offres qui sont passées par des B2P qui sont détournées, Aurore, quand elle fait les recherches, on retrouve le code qui a consulté l'offre. Il y a quelques temps de ça, tu m'avais donné une information, c'était un gros transporteur français qui était sur Nantes. Quand j'ai contacté la société, c'était une personne qui était partie en retraite depuis 3 ans. Et le transporteur n'avait pas coupé ses accès. Donc comment reprocher la bourse de fret? L'errance du transporteur. Aurore Jourdan. Et puis il y a 2 sujets. Aujourd'hui, il y a le sujet de l'usurpation d'identité et il y a les piratages du compte de nos utilisateurs. L'année dernière, effectivement, toutes les bourses de fret ont subi en mars 2025 des attaques de piratage. En fait, ils envoyaient un lien frauduleux à l'affréteur en disant écoute, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de souci, moi je ne travaille qu'avec B2P, pour ne pas nous citer, et pour avoir accès à mes documents, clique sur ce lien, tu verras, tout est à jour, tout est parfait. L'affréteur cliquait sur le lien, il tombait sur notre page d'accueil, effectivement qui était très bien refaite. L'affréteur pensant aller sur son compte B2P, renseigner ses accès, et c'est comme ça qu'après, ils avaient accès à toutes nos offres. Donc il faut bien faire la distinction entre il va rentrer sur les bourses de fret via le piratage du compte utilisateur, et ensuite pour rentrer en relation avec le commissionnaire, se faire passer pour une autre société. Alors, je vous invite peut-être à en rediscuter après, si vous le souhaitez. On va s'arrêter là. Merci infiniment à nos 4 intervenants pour cette table ronde passionnante.